J'ai proposé d'envoyer une équipe à l'avance pour préparer le séjour, mais malheureusement les Chinois n'ont pas répondu positivement. En mai 1984, nous avons tenu une réunion spéciale à Dharamsala, en présence des ministres de mon cabinet et de représentants de l'Assemblée des députés du peuple tibétain, ainsi que d'autres institutions, comme l'Association des femmes tibétaines et le Congrès de la jeunesse tibétaine, pour discuter de mes échanges en cours avec Pékin. En octobre de la même année, j'ai renvoyé la même délégation exploratoire, entamé de nouveau pourparlers avec Pékin. Là, notre équipe a souligné que les 5 points proposés par le gouvernement chinois ne concernaient que le statut du Dalai Lama et son retour d'exil. Nous avons rappelé aux Chinois que le problème était le Tibet et son peuple, et la délégation a à nouveau transmis mon souhait de visiter mon pays natal. Une suggestion substantielle que nous avons avancée était l'idée d'un Tibet démilitarisé, en y incluant le Kham et l'Indo, qui aurait une autonomie interne au sein de la République populaire de Chine. Les Chinois ont rejeté toute discussion sur cette proposition en niant l'existence d'un problème au Tibet et ont déclaré que le seul sujet de la discussion était la proposition du Dalai Lama. Ils ont réitéré la proposition en 5 points de Hu Yaobang de 1981 et l'ont rendue publique pour la première fois peu après le retour en Inde de mes représentants. Après d'apparents progrès, nous étions de nouveau dans l'impasse. Chapitre 8. À la rencontre de notre 4e refuge. Alors qu'aucun progrès substantiel ne semblait se dessiner en Chine au Tibet, sur le terrain, les faits commençaient à évoluer dans une direction inquiétante. D'une part, il était vrai que le pays s'était ouvert dans une certaine mesure et que les choses allaient mieux que pendant la révolution culturelle. D'un autre côté, contrairement à la promesse de Hu Yaobang de réduire le nombre de fonctionnaires et de cadres chinois, une migration massive de Chinois a débuté au Tibet, sous le nom de développement. C'était profondément inquiétant, parce que si l'on ne faisait rien, cela risquait d'altérer fondamentalement la démographie de la région et de transformer le plateau tibétain en une énième province chinoise où les Tibétains seraient marginalisés dans leur propre patrie. Les preuves historiques de ce que la Chine avait fait dans les régions d'autres nationalités étaient de toute évidence une profonde source d'angoisse. D'un point de vue socioculturel, cet afflux de Chinois au Tibet pouvait marquer le début d'un processus susceptible de modifier le caractère même des lieux qui nous sont chers, à nous, les Tibétains, et particulièrement la ville sainte de Lhasa. En même temps, politiquement parlant, le tableau qui émergeait du Tibet était de plus en plus confus, pour ne pas dire plus. Sous la direction de Wu Qinghuai, le plus haut représentant du parti au Tibet, une nouvelle politique libérale envers les pratiques religieuses semblait avoir vu le jour. Par exemple, en février 1986, on avait autorisé la reprise du grand festival des souhaits à Lhasa, pour la première fois depuis 1967. Cependant, du côté des hauts dirigeants chinois, seule l'intransigeance semblait de mise. Il nous fallait réévaluer notre stratégie. Nous avons pris la décision de systématiser nos propositions et de les présenter dans des forums internationaux. Nos discussions avec Pékin ne nous laissaient pas le choix. Nous devions nous exprimer sur la scène internationale. Cette stratégie nous permettait aussi de donner l'occasion à nos soutiens qui, partout dans le monde, avaient patiemment attendu le résultat de nos discussions. D'en savoir davantage sur nos plus grandes aspirations, je décris souvent la communauté internationale comme notre 4e refuge, en plus des refuges traditionnels bouddhistes, des 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et le Sangha, la communauté. Certains de nos efforts ont porté leurs fruits. En juillet 1985, 91 membres du Congrès des États-Unis ont signé une lettre adressée au président de la République populaire de Chine. Ce courrier exprimait son soutien à l'ouverture rapide de discussions et insistait pour que les Chinois accordent aux aspirations très raisonnables et justifiées de sa sainteté le Dalai Lama et de son peuple toute la considération qu'elles méritent. Les Chinois, préoccupés par l'attention internationale croissante à propos du Tibet,
ont invité Jimmy Carter, l'ancien président américain, à visiter Lhasa en juin 1987 et en juillet de la même année, le chancelier allemand Helmut Kohl y est allé à son tour. En juin 1987, la Chambre des représentants des États-Unis ont adopté une loi condamnant les violations des droits de l'homme au Tibet et a insisté pour que la Chine établisse un dialogue constructif. Le 21 septembre de la même année, le caucus pour les droits de l'homme du Congrès des États-Unis m'a invité à m'adresser à eux. J'ai commencé par ce qui suit. Le monde est de plus en plus interdépendant. Aussi, une paix durable, nationale, régionale et globale ne peut être obtenue que si nous réfléchissons en termes d'intérêt global plutôt que de besoins égocentrés. À présent, il est crucial pour nous tous, les forts comme les faibles, d'y contribuer chacun à notre façon. Je vous parle aujourd'hui en tant que dirigeant du peuple tibétain et moine bouddhiste, dévoué au principe d'une religion fondée sur l'amour et la compassion. Puis j'ai présenté un plan de paix en 5 points qui puisse servir de base à une négociation potentielle avec la Chine. Les voici. Entre les armées des 2 pays les plus peuplés d'Asie, l'Inde et la Chine, l'abandon par la Chine de sa politique de transfert de la population qui menace l'existence même des Tibétains en tant que peuple. 3. Le respect des droits de l'homme et des libertés démocratiques fondamentales pour le peuple tibétain. 4. La restauration et la protection de l'environnement au Tibet et l'abandon par la Chine de la production d'armes nucléaires et la décharge de déchets radioactifs au Tibet. 5. L'ouverture de négociations franches sur le futur statut du Tibet et des relations entre les peuples tibétains et chinois. Peu après, en octobre, le Congrès des États-Unis a voté une loi qui avait déjà été adoptée par la Chambre des représentants. Et en décembre, le président Reagan a signé le décret d'application de la loi sur les relations extérieures qui stipulait que dans la relation avec la République populaire de Chine, les États-Unis prendraient en compte la façon dont était traité le peuple tibétain. Ils encourageaient ainsi le gouvernement chinois à respecter les droits de l'homme au Tibet, à rejoindre le Dalai Lama dans ses efforts pour établir un dialogue constructif et appeler à la libération des prisonniers politiques. Les médias d'État chinois ont fortement critiqué le plan de paix en 5 points. Ces critiques, surtout celles qui me visaient personnellement, ont profondément blessé beaucoup de Tibétains. Le 25 septembre, moins d'une semaine après mon discours à Washington, des moines du monastère de Trepung ont manifesté en brandissant le drapeau national tibétain et en réclamant l'indépendance. Ils ont été arrêtés. La nouvelle m'a beaucoup inquiétée. Puis le 1er octobre, des moines du monastère de Sera ont organisé une deuxième manifestation à laquelle s'est jointe une grande foule pour exiger la libération des prisonniers, et de graves troubles se sont ensuivis. Le poste de police a été incendié et la police chinoise a ouvert le feu, tuant plusieurs personnes. Une autre manifestation a suivi le 6 octobre. Après une accalmie, le 5 mars 1988, dernier jour du Monlam, le grand festival des souhaits, une autre manifestation a éclaté, cette fois-ci menée par les moines du monastère de Ganden. Cet événement a suscité de nombreuses manifestations spontanées à travers tout le pays, et le 8 mars 1988, la loi martiale a été imposée à Lhasa. Tout cela démontrait amplement que les aspirations du peuple tibétain au Tibet allaient bien au-delà d'une simple amélioration de la situation économique, sans parler de leur profond mécontentement. Entre-temps, j'avais été invitée à parler devant le Parlement européen à la mi-juin, et je voulais saisir cette opportunité pour développer le plan de paix en 5 points pour le Tibet dans un cadre officiel. Pour préparer mon intervention, j'ai organisé une réunion extraordinaire à Dharamsala afin de discuter des points clés que je comptais présenter à Strasbourg. Pendant 3 jours, du 6 au 9 juin, sous la présidence de mon Kashag et en présence de nombreux membres de l'Assemblée des députés du peuple tibétain, de fonctionnaires,
d'organisations non gouvernementales, d'une sélection de Tibétains récemment arrivés, ainsi que d'invités spéciaux et d'autres représentants de la diaspora tibétaine. J'ai expliqué en détail les points clés de ma proposition. À la suite de cette discussion en profondeur et de plusieurs débats, les participants ont approuvé ma proposition à l'unanimité.